Bonjour Marianne. Bonjour Rachid. La presse marocaine revient largement sur la visite de travail de Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, au Maroc. Il est reparti hier soir. Oui, une visite dans le cadre d'un partenariat d'exception qui entre dans sa phase de pleine mise en œuvre, titre aujourd'hui le 360. Et oui, avec une visite avec la présence de 22 ministres français et marocains qui ont donc pris part à la 15e session de la réunion de haut niveau Maroc-France. Une dynamique dans le prolongement naturel des performances de la coopération économique entre les deux pays, insiste Aziz Akhnouch, mais pas uniquement, et oui, car la coopération entre les deux pays s'affirme aussi dans d'autres domaines comme la sécurité, l'immigration irrégulière ou encore la lutte contre le terrorisme. Coopération dont l'issue, suite à cette visite, a été renforcée par la signature de plusieurs nouveaux accords, 14 précisément, nous partage également le matin et qui couvre aussi d'autres secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, les transports, l'enseignement, la culture, la recherche scientifique, la défense, les services postaux, l'aviation civile, ainsi que la gestion des ressources en eau. Une visite qui marque également, d'après la Tribune, l'avènement d'un nouveau modèle euro-africain, un modèle qui se fonde sur une coopération économique solide et à long terme et qui est basé sur la co-industrialisation. C'est donc un modèle qui sort totalement de cette idée d'aide au développement classique, co-industrialisation qui prend donc en compte deux éléments clés. D'abord, développer des industries qui répondent aux besoins économiques et c'est cela de façon complémentaire entre les deux pays, mais aussi, deuxième aspect, c'est la connectivité et la logistique. Et oui, le Maroc, avec sa position géographique, affiche, on le sait, un atout considérable et surtout, il lui permet d'être un trait d'union entre les deux continents. Un partenariat donc qui brise ce modèle de déséquilibre entre l'Europe et l'Afrique et qui montre qu'ils peuvent s'unir d'égal à égal à travers de grands projets, le tout basé sur une confiance politique renforcée. On sait que l'eau est rare et c'est devenu un enjeu de souveraineté pour les pays du continent. Et d'ailleurs, cette semaine, s'est ouvert à N'Djamena, capitale tchadienne, le Forum de l'eau qui a réuni chefs d'État et institutions financières internationales. Et parmi les constats, que la souveraineté sur le continent commence par l'eau. C'est une idée défendue par le président gabonais, comme nous le partage Info Gabon lors de ce forum. Et oui, il rappelle que le continent concentre 10% des ressources en eau, mais 400 millions de personnes sur le continent n'y ont pas accès. Les chefs d'État qui considèrent qu'il est temps de mettre en place des infrastructures et institutions solides pour gérer cette ressource qui est au fondement, on le sait, de l'agriculture, de l'urbanisation, de la santé, mais surtout de la stabilité sociale. Un forum où des idées nouvelles également ont été débattues. C'est ce que nous partage également la Deutsche Welle qui nous parle des inondations qui pourraient également être une ressource intéressante à utiliser, à transformer en particulier au Sahel. Le Sahel qui connaît de longues sécheresses autant que des pluies abondantes qui provoquent d'importantes pertes, détruisent les villes, mais aussi les cultures, car les sols sont secs et sont devenus imperméables à cause de l'aridité du climat et donc la nature ne trouvant pas un équilibre pour absorber par elle-même cette eau, la mise en place d'infrastructures comme des barrages, des ouvrages de mobilisation et d'autres, vont permettre de retenir cette eau pour les utiliser pour la prochaine saison agricole. Forum de l'eau, on l'a dit, accueilli par le Tchad où le président Idriss Déby Itno a fait part d'une annonce phare partagée par Financial Afrique. Et oui, c'est la suppression des visas d'entrée pour tous les ressortissants africains sur le sol tchadien à partir du 1er janvier 2027. Une annonce au nom de l'unité, l'intégration africaine et aussi pour faciliter la mobilité sur le continent. Le Tchad qui donc s'inscrit dans cette dynamique déjà engagée par plusieurs autres États africains. Mais pourquoi le Tchad décide-t-il de le faire maintenant? C'est un article des Échos qui va nous aider à comprendre le contexte de cette décision. Et oui, le Tchad espère aujourd'hui s'imposer comme une plateforme d'échange économique au cœur de l'Afrique centrale, mais aussi du Sahel. Et donc, en facilitant l'accès aux visas, grâce à la suppression des visas, cela va permettre à des investisseurs, des hommes d'affaires africains de renforcer leurs activités sur le territoire tchadien, car pour l'instant, le Tchad attire peu, 40 à 80 000 visiteurs par an. Le Tchad aussi, qui est porteur d'un plan national, Tchad Connexion 2030, donc pour développer le pays. C'est un pays aussi enclavé dont le port maritime le plus proche se situe à 1200 km au Nigeria. C'est donc le Tchad, ce pays qui s'ouvre et surtout qui mise sur la coopération africaine comme un fondement de son avenir. La presse nous parle aussi ce matin des détracteurs de l'intelligence artificielle. On connaît les défenseurs de l'IA, mais aussi les détracteurs des détracteurs qui prennent directement pour cible les patrons de l'IA, comme nous l'indique même The Wall Street Journal. Ces patrons aujourd'hui qui craignent même pour leur sécurité, car les épisodes s'enchaînent dans la Silicon Valley. On a une intrusion dans les locaux d'Anthropic, une tentative d'incendie au domicile du fondateur d'OpenAI, Sam Altman, mais aussi des menaces de mort contre les salariés des fleurons de l'intelligence artificielle. Et d'après un spécialiste
spécialiste en formation à l'IA, eh bien, beaucoup estiment que l'intelligence artificielle aujourd'hui va détruire des emplois et surtout créer une crise mondiale qui va se voir à travers un crash boursier, titre Slate. C'est donc une hypothèse que défendent certains économistes qui redoutent donc la reprise d'une crise à cause de cette bulle spéculative dite autour de l'IA, une surévaluation des actions américaines qui aurait dépassé le niveau qui a précipité la chute du marché boursier au début de la Grande Dépression. Des analyses similaires qui ont été tenues à propos du lancement d'Internet à la fin des années 90 ou même de l'électrification dans les années 20. En somme, des technologies qui ont fini par s'imposer après l'engouement initial qu'elles généraient. C'est donc, on le voit, des contradictions. Et seul l'avenir pourra nous confirmer si c'est une bulle ou pas. Mais cependant, ce que la presse semble confirmer tout de même, c'est que l'IA, comme le précise Le Devoir, marquerait peut-être la fin de l'ère du cerveau. Et donc, l'IA ne rendrait pas moins intelligent, mais elle transformerait la façon dont on apprend et donc le fonctionnement de notre cerveau, en particulier chez les jeunes qui délèguent rédaction et réflexion à des outils comme ChatGPT. Alors, on observe que leur cerveau présente jusqu'à 55% de connectivité en moins, c'est-à-dire que des parties du cerveau communiquent moins entre elles. Des régions liées à la concentration, à la mémoire et à la prise de décision s'endorment littéralement à cause de l'intelligence artificielle. Et face à cette technologie qui s'impose aussi dans les systèmes scolaires, il devient impératif de revoir les méthodes d'éducation pour garder l'IA comme un outil pratique et non pas comme le maître de nos pensées. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 juillet 2026. Quel autre 17 juillet peut-on retenir dans l'histoire ? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un jour où le continent africain a transformé le sport en une arme diplomatique. Nous sommes le 17 juillet 1976 et à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Montréal, 22 pays africains annoncent leur boycott de la compétition. À l'origine de cette décision, la présence de la Nouvelle-Zélande. Quelques semaines plus tôt, son équipe de rugby, les célèbres All Blacks, a effectué donc une tournée en Afrique du Sud malgré le régime d'apartheid qui impose une stricte ségrégation raciale. Pour les États africains réunis au sein de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, participer aux Jeux dans ces conditions reviendrait à banaliser ce système. Et malgré les discussions engagées avec le communauté, celui-ci refuse d'exclure la Nouvelle-Zélande. À la veille des Jeux, 22 délégations africaines quittent Montréal. Seuls le Sénégal et la Côte d'Ivoire choisissent de participer. Il faudra attendre 1991 pour que l'Afrique du Sud soit réintégrée au mouvement olympique après le démantèlement progressif des lois qui fondaient le régime de ségrégation. Le 17 juillet 1976, un rappel qu'un stade peut devenir une tribune et qu'en refusant de jouer, l'Afrique a montré que sa dignité reste sa plus belle médaille. Merci beaucoup, Myriam Kokaina. C'était la revue de presse.